À la fin des années 70, mon oncle étudiait la médecine à l'université de Chicago. Après un cours du matin, il a décidé de rentrer chez lui en autostop jusqu'à Lincoln Park, dans le North Side, au lieu de payer un taxi. Un homme est arrivé dans une Plymouth Satellite et a proposé de conduire mon oncle. L'homme avait l'air normal et semblait amical, voire léger. Alors mon oncle est monté dans la voiture et ils ont commencé à se diriger vers Lakeshore Drive. Cependant, une fois arrivé sur place, l'homme a roulé vers le sud sur Lakeshore plutôt que vers le nord en direction de Lincoln Park. Mon oncle a dit à l'homme qu'il allait dans la mauvaise direction et qu'il devait faire demi-tour et se diriger vers le nord. L'homme a regardé mon oncle, a posé sa main sur son genou et a dit « Non mon fils, tu viens avec moi » et il lui a souri sombrement. Mon oncle s'est figé de panique et lorsqu'ils ont heurté la circulation près de la rive sud, il a rapidement déverrouillé la porte passager et s'est enfui sans se retourner. Un an ou deux plus tard, par une froide journée de décembre, mon oncle prenait un café dans un café avec ma future tante lorsqu'il a capté quelque chose à la télévision qui lui a glacé le sang. Il a vu l'homme qui était venu le chercher à l'école ce jour-là, l'année précédente. Il avait été arrêté pour agression et meurtre présumé de plus de 20 jeunes hommes et garçons. L'homme à la télévision s'appelait John Wayne Gacy et il avait retiré la poignée de la porte côté passager pour empêcher les hommes qu'il avait récupérés de s'échapper. C'était il y a plusieurs années. Je m'en suis souvenu, c'était assez bizarre pour que je devais demander à ma femme qui était avec moi si je l'imaginais. Il était tard dans la nuit, mais il faisait toujours environ 100 degrés Fahrenheit, juste au nord de la frontière mexicaine. Nous étions sur une route secondaire dont un trottoir était adossé au mur à droite, et la gauche était un champ ouvert avec de gros rochers. Je conduisais. Nous avions emprunté cette route presque quotidiennement, nous la connaissions donc bien. La radio fonctionnait mal, alors je l'ai éteinte. Nous étions un peu fatigués, alors peut-être que nos perceptions étaient fausses. Peut-être que nous n'avons remarqué tout cela que parce que nous n'avions pas la radio allumée. Il y avait un homme allongé dans le caniveau, vêtu d'une chemise boutonnée bleu clair, d'un jean bleu et de chaussures marron, face contre terre, toujours juste en dessous du trottoir. Cela s'est produit en quelques secondes, ce qui semblait prendre plus de temps. Ma femme voulait s'assurer qu'il respirait. J'ai ralenti la voiture et je me suis arrêté, mais j'ai instinctivement dit à ma femme de rester dans la voiture. Toutes mes alarmes internes se déclenchaient. Je pouvais sentir mon propre rythme cardiaque et je me sentais observé. Elle sait qu'il faut me faire confiance lorsque je vis des moments comme celui-ci, alors elle a examiné la situation d'un œil plus critique. La description suivante est une combinaison de ce que nous avons tous deux remarqué. Il y avait des rochers provenant des champs qui avaient été traînés près de la route. Il y avait des traînées de terre fraîche. Il était vraiment évident qu'ils venaient juste d'être déplacés. De l'autre côté des rochers récemment déplacés, je pouvais voir une lumière bleue comme si quelqu'un face à la route lisait quelque chose sur son téléphone hors de vue. La lumière s'est éteinte dès que j'ai regardé dans cette direction. L'homme étendu dans le caniveau respirait définitivement. Il n'y avait pas de sang près de lui, et son dos et ses manches étaient propres. S'il avait été heurté par une voiture ou s'il était tombé, il serait sale, non? Nous devions y aller. Je le savais juste. J'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur et nous sommes sortis de là. Dans le rétroviseur, j'ai vu 5 hommes courir derrière les rochers qui couraient vers la voiture et se sont arrêtés lorsque nous avons filé à toute vitesse, mais ils nous regardèrent partir. L'un d'eux a aidé à relever le type qui était allongé. Quand nous sommes arrivés à destination, j'ai appelé la police et je l'ai signalé, mais ils m'ont essentiellement dit de m'asseoir dessus et de tourner. Quelques jours plus tard, les informations ont rapporté qu'il y avait eu une attaque de nuit, lieu non divulgué mais dans cette ville particulière, où une personne a arrêté sa voiture lorsqu'elle a vu un homme étendu sur la route et a été attaqué par l'homme et ses acolytes. Heureusement, la victime a réussi à s'enfuir. Cet événement particulier s'est produit il y a presque un an, à la mi-octobre. Quelques amis et moi sommes allés rendre visite à un vieil ami du lycée, George, qui vivait maintenant à environ 1 heure de la ville. Nous avons passé toute la journée avec lui, et il était très tard lorsque nous avons finalement décidé de rentrer chez nous. Mon amie Lisa s'est évanouie sur le siège passager. Elle a bu quelques verres et a décidé de rentrer chez elle endormie. Mon autre ami Sam était assis sur la banquette arrière derrière Lisa et jouait à un jeu sur son smartphone. Bien sûr, je conduisais. Je suivais les instructions du GPS jusqu'à l'autoroute. À ce moment-là,
Nous roulions dans une rue sombre bordée d'arbres épais des deux côtés. Tout était plutôt paisible, les seuls bruits que j'entendais étant ceux de la voiture qui roulait sur la route et de la radio à faible volume. Soudain, ma voiture a laissé échapper une forte secousse et j'ai eu l'impression d'avoir heurté quelque chose. Sam poussa un cri choqué tandis que Lisa restait endormie. J'ai freiné brusquement et la voiture s'est arrêtée. Je respirais fort quand j'ai demandé « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Sam apparut par la fenêtre arrière et haleta. Elle s'est tournée vers moi avec un air de colère et a crié que je venais de frapper un chien. J'ai regardé par la vitre arrière et, bien sûr, un chien gisait sur la route à quelques mètres derrière la voiture. Sam est une grande amoureuse des animaux, donc je n'ai pas été surpris de la voir s'énerver contre moi. Elle était sur le point d'ouvrir sa porte et de se précipiter au secours de l'animal lorsque je l'ai arrêtée. Une fois que j'ai surmonté le choc d'avoir écrasé un chien, j'ai eu un sentiment dans mon intestin qui m'a dit que quelque chose n'allait pas. Je ne suis pas un vantard, mais je me considère comme un conducteur très attentif et prudent. Mes yeux étaient constamment rivés sur la route, et je me souviens très bien de n'avoir vu aucun chien sur la route avant le chaos de la voiture. Oui, il faisait noir, mais j'étais sûr que j'aurais au moins vu le chien dans les phares avant de le heurter. J'ai regardé par la vitre arrière, et j'ai regardé le chien de plus près, ou du moins, autant que je pouvais le distinguer dans la lumière rougeâtre provenant de mes feux arrière. C'était un chien assez gros, au moins un Golden Retriever ou quelque chose comme ça. Un détail particulier a retenu mon attention. Je voyais la queue du chien remuer. Je ne suis pas un expert des manières des animaux, mais j'étais sûr que la dernière chose qu'un chien ferait après avoir été frappé serait de remuer la queue. Après un moment de réflexion, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti à toute vitesse. Sam m'a interpellé et m'a ordonné de rentrer, mais je lui ai dit que quelque chose n'allait pas dans toute la situation. Elle a continué à discuter, mais elle est restée silencieuse en se tournant vers la fenêtre arrière. Elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» d'une voix tremblante. J'ai regardé dans le rétroviseur. Même s'il faisait sombre, j'ai pu distinguer les silhouettes de 3 grandes silhouettes émergeant des arbres au bord de la route. Le chien était maintenant debout et sautait joyeusement. Les 3 personnages regardèrent dans notre direction, alors que j'appuyais plus fort sur l'accélérateur et que je partais à toute vitesse. Sam et moi sommes restés silencieux pendant le reste du chemin du retour. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous en avons parlé à Lisa. Depuis, nous sommes retournés rendre visite à George à plusieurs reprises, mais nous veillons toujours à partir avant le coucher du soleil. Pourtant, j'essaie de penser à ce qui se serait passé si nous étions sortis de la voiture. J'étais une jeune fille de 15 ans, jolie et relativement intelligente. Une bonne enfant qui réussissait bien à l'école malgré une enfance difficile. Je travaillais à temps plein dans un parc d'attractions pendant l'été. Le quartier dans lequel je vivais était peut-être sommaire, mais ayant grandi avec peu ou pas de surveillance d'adultes, j'avais l'habitude d'essayer de prendre soin de moi-même. Mon père n'était pas en ville, ma mère était absente depuis longtemps et ma sœur, de 3 ans son aînée, et moi restions seuls chez nous. J'ai fini de travailler à 11 heures du soir, quand le parc a fermé et je suis rentré seul chez moi, comme je le faisais habituellement. Ce n'était pas loin, peut-être 10 minutes. Je suis arrivé à la maison, ma sœur était toujours dehors quelque part et je me préparais à aller me coucher, enfilant mon pyjama et me glissant dans le lit. Je commençais à m'endormir, mais j'ai entendu un petit bruit. Je ne savais pas ce que c'était, mais cela ne ressemblait pas à un bruit de maison habituel. Ma chambre était au 2e étage avec des escaliers menant. Je n'ai rien entendu après ce bruit. Je n'ai pas enquêté. J'ai juste considéré que ce n'était rien. J'ai commencé à me rendormir lorsque j'ai entendu ce qui ressemblait à des pas hésitants dans les escaliers. J'ai été instantanément réveillé, mais dans mon esprit, c'était ma sœur qui rentrait à la maison et montait les escaliers, là où se trouvait sa chambre. Toujours au lit, j'ai crié « Wendy, Wendy, c'est toi ?» Je n'ai rien entendu en retour. J'ai encore crié « Wendy, c'est toi ?» Rien de plus. Des pas. J'étais pétrifié, mais alors que je raconte l'histoire jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas certaines de mes réactions ce soir-là, donc je ne peux vraiment pas les expliquer. Je suis sorti du lit, j'ai ouvert complètement la porte de la chambre, et je suis sorti vers les escaliers, où je me tenais en haut. En dessous de moi, à peu près à mi-hauteur des escaliers, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air d'avoir une vingtaine d'années, mesurant un peu plus d'1,50 m. Il n'était pas un grand type, mais solide, avec des cheveux blonds bouclés.
Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Sa réponse était un désordre confus, quelque chose du genre « Où est Wendy ?» À en juger par ses manières et son regard fou, il semblait qu'il se droguait. Il m'avait suivi depuis le parc et me demandait « Où est Wendy ?» En réponse à mon appel, pour une raison quelconque, je me suis mis très en colère, pas seulement effrayé, et j'ai commencé à lui crier de sortir et que j'allais appeler mon père et Wendy et qu'il devait simplement sortir. À ma grande surprise, il l'a fait. Il s'est retourné et a redescendu les escaliers en courant. Et je n'ai pas vu où il est allé après ça. Mais il s'avère qu'il est vraiment parti. Je ne sais pas comment il est entré, mais il était définitivement là pour moi. C'est pourquoi il m'a suivi, sans essayer de me voler. Il cherchait à m'agresser, et qui sait quoi d'autre. Je pense que la seule raison pour laquelle il est parti était parce qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait ma sœur Wendy. Il pensait qu'elle était dans la maison, et c'était une complication supplémentaire pour lui de se faire prendre. J'étais tellement secoué que je suis resté éveillé le reste de la nuit, et je n'ai pas appelé les flics, ni appelé un ami. La seule personne à qui j'en ai parlé était ma sœur le lendemain. Je ne sais pas pourquoi, je me suis juste assis dans une chaise à bascule, serrant mon chat dans mes bras, me berçant et pleurant, restant éveillé jusqu'au lendemain matin. Ma sœur n'est jamais rentrée à la maison ce soir-là. Elle est restée chez son amie et est rentrée le lendemain. Cela s'est produit il y a 35 ans. Jusqu'à présent, je n'ai raconté cette histoire à personne d'autre qu'à ma sœur. Depuis que j'ai commencé à vivre dans cette maison, des choses étranges se sont produites. On dirait régulièrement que quelqu'un marche à l'extérieur de la maison la nuit, et cela commence à nous faire flipper, moi et mes colocataires. Pour un certain contexte, il s'agit d'une maison universitaire avec 4 filles, d'une vingtaine d'années, à la recherche d'un endroit amusant où vivre. Plusieurs rencontres nous ont amenés à cette conclusion, et elles ne cessent de se mettre en place. Revenons à l'été où a eu lieu le premier cambriolage. C'était un soir de septembre, en pleine semaine. La porte du garage, qui n'a jamais été utilisée par nous autrement que pour du rangement, s'est ouverte, et l'un de nous était chez lui au son de la musique. Elle l'a entendu et n'y a rien pensé, mais environ 5 minutes plus tard, elle est montée à l'étage pour vérifier et a trouvé notre porte de garage ouverte et la porte arrière déverrouillée. Encore une fois, nous n'utilisons jamais notre garage. Elle a regardé autour d'elle et n'a rien trouvé qui manquait et a pensé que c'était un accident. Environ 1 mois plus tard, nous faisions une fête. C'était aux alentours d'Halloween et nous avons décidé d'organiser une fête costumée. Vers midi et 1h du matin, quelqu'un était dans notre jardin et l'un de nous s'est retourné pour voir un homme marcher sur le côté de notre maison. Quand l'homme l'a vu, il s'est enfui et a gravi la colline. À cette époque, nous avons également eu une vitre de notre voiture cassée. Rien n'a été volé, seule la vitre était cassée. Hier soir, alors que nous circulions, nous avons remarqué une voiture que nous avions vue passer plusieurs fois et l'avons suivie jusqu'en haut de la colline. L'homme dans cette voiture, un homme blanc d'âge moyen avec des cheveux très dégarnis et des bras couverts de tatouages, s'est complètement arrêté au milieu de la rue et s'est retourné pour nous regarder, puis s'est arrêté sur le bord de la route. Il a attendu là quelques minutes et nous avons attendu dans une rue. Nous l'avons vu tourner à gauche et l'avons suivi dans le quartier en face d'une autre. Nous l'avons perdu de vue et avons parcouru un peu plus le quartier. En conduisant devant notre maison, nous nous demandions si quelqu'un derrière nous pouvait voir dans nos chambres et sommes allés regarder dans la rue derrière la maison qui avait une vue directe sur ma chambre. Il se trouve que la même voiture qui circulait autour de notre maison était assise juste devant. Cette voiture est très distincte. C'est une vieille berline blanche avec une marque de chaussures noires sur le pare-choc arrière. Nous sommes immédiatement retournés à notre maison et avons regardé par la fenêtre de la maison et avons réalisé que nous avions déjà vu quelqu'un là-bas à plusieurs reprises. Il y avait un homme d'âge moyen debout à la fenêtre et regardant notre maison ou assis sur le porche arrière sur une chaise de jardin en face de notre maison. Hier soir, quand nous nous sommes couchés, ma colocataire avait sa fenêtre ouverte et a entendu des pas, le portail de notre clôture ouvert et les portières de la voiture. Les pas semblaient être directement devant sa fenêtre, et je les ai également entendus. Normalement, je ne tirerai pas de conclusion hâtive, mais j'ai l'impression que ces rencontres sont trop liées pour être une coïncidence. Si quelqu'un a des idées ou des commentaires, faites-le moi savoir. Nous avons vraiment peur. Je mettrai à jour si quelque chose se passe.
Mise à jour. Hier matin, mon colocataire et moi nous sommes réveillés pour constater qu'il avait neigé et qu'il y avait des empreintes de chaussures dehors. Celles-ci montraient clairement le chemin que prend la personne, et c'est exactement ce à quoi nous pensions. Les empreintes semblaient commencer dans la cour du voisin, près de la clôture la plus éloignée, puis descendre jusqu'à la porte juste à côté de nos chambres. Il est passé directement sous la fenêtre de mon colocataire et s'est retourné. Il tournait le dos à la maison, c'est pourquoi nous pensons qu'il écoute ou regarde par nos fenêtres. La fenêtre sous laquelle il était assis donne également directement sur le lit de mon colocataire si elle n'est pas fermée. Juste après, les empreintes se dirigent vers ma chambre, puis il revient vers le chemin du voisin du côté de sa maison. Cela ne fait que confirmer ce que nous pensions déjà, et il se trouve que c'est le côté sur lequel nous n'avons pas de caméra. Avec cela, notre situation de porte et de pas du mois dernier est parfaitement logique. Les empreintes de chaussures sont énormes, ce qui correspond parfaitement à un homme de grande taille comme celui que nous avons vu auparavant, et vous pouvez dire que la chaussure est une Nike. Si je peux trouver comment joindre une photo ici, je le ferai, mais d'ici là, je ne peux qu'expliquer à quel point nous sommes terrifiés. Quelles que soient ses intentions, c'est un homme énorme, et il pourrait tous nous faire tomber. J'ai réfléchi pour savoir si je devais publier ceci ou non, mais j'ai finalement décidé que cela faisait assez longtemps pour que j'en parle. Cela m'est arrivé à moi et à ma mère en octobre dernier. Cela s'est produit dans une partie très rurale du New Hampshire, comme une rue secondaire dans un quartier de type route secondaire. Il pleuvait à verse, car il avait plu presque toute la journée. Ma mère venait de rentrer de la rue dans la voiture de ma sœur, et j'étais sur le canapé du salon quand soudain j'ai entendu sonner à la porte. Notre porte d'entrée a une grande vitre à l'avant, ce qui nous permet de regarder de l'intérieur et que quelqu'un puisse regarder de l'extérieur. À travers cette vitre, je vois un homme. Je ne l'ai pas bien vu car je n'avais pas mes lunettes longue distance. L'homme a remarqué que je l'avais vu et m'a fait un signe de la main comme s'il essayait d'être amical. Pour le reste, je l'appellerai Poncho Man. Je me suis levé et j'ai pensé à ouvrir la porte à Poncho Man, mais j'ai cédé car je ne pouvais pas bien voir de qui il s'agissait. Je ne voulais pas laisser entrer un étranger dans la maison. Au lieu de cela, je suis allé dans le couloir jusqu'à la chambre de mes parents où ma mère se préparait pour aller travailler. Elle a demandé « Quoi de neuf ?» et je lui ai expliqué qu'un homme en poncho était devant notre porte et voulait nous parler. Elle est immédiatement devenue blanche comme un fantôme. Elle arrêta de se préparer, ferma et verrouilla la porte de la chambre et commença à vérifier les fenêtres pour s'assurer qu'elles étaient verrouillées. Je lui ai demandé ce qui se passait. Ma mère m'a expliqué qu'en rentrant chez elle, elle avait vu le Poncho Man. Il se tenait immobile du côté de la rue principale. Dès que ma mère a emprunté notre chemin, il a commencé à marcher, probablement pour la suivre. Elle a dit que la rencontre était bizarre mais n'y a plus pensé. Pourquoi quelqu'un serait-il dehors sous une pluie battante sur une route secondaire dans l'après-midi? C'était comme s'il attendait quelque chose. J'ai aussi commencé à paniquer. Ma mère a appelé ma tante. Les deux sont comme les meilleurs amis et lui ont demandé ce qu'elle devait faire. Ma tante lui a dit d'appeler la police immédiatement. Et nous l'avons fait. Nous avons commencé à faire le tour de la chambre, regardant frénétiquement par les fenêtres pour voir si nous pouvions voir le Poncho Man d'où la chambre était inclinée. Il était impossible de regarder sous le porche et de voir s'il était toujours là, mais nous avions désespérément besoin de quoi que ce soit. Après ce qui nous a semblé des heures, nous avons finalement vu une voiture de police s'arrêter. Nous avons soigneusement déverrouillé la porte et sommes descendus pour laisser entrer le policier. Nous lui avons expliqué ce que nous avions vu, et il a accepté de faire une analyse du quartier. En partant, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur la poignée de porte. Il s'agissait d'une publicité politique pour un candidat qui se présentait aux élections. Il est possible que Poncho Man fasse simplement campagne pour le candidat, mais il y a beaucoup de trous dans cette histoire. Il pleuvait à verse, alors pourquoi faire du porte-à-porte? Et pourquoi iriez-vous aussi loin dans un quartier aussi rural? Les maisons sont si éloignées les unes des autres qu'il serait difficile de les descendre à pied. Le timing n'a pas de sens non plus. Bien sûr, ma mère et moi étions à la maison, mais il était presque 4 heures de l'après-midi. La plupart des gens seraient encore au travail, donc de toute façon, ils n'obtiendraient probablement aucune réponse en frappant à la porte. Finalement, l'officier est revenu. Il avait trouvé le type au bout de la rue et l'avait interrogé. Poncho Man a pu s'identifier et il a affirmé qu'il était un militant politique et qu'il frappait aux portes pour cette raison. Lorsqu'on l'a interrogé plus en profondeur, Poncho Man n'a pas pu fournir d'autres panneaux de porte,
car celui qu'il a laissé sur notre maison était le dernier, ce qui rend toute l'histoire de la campagne encore plus absurde. Notre maison est au milieu de la rue. Ce n'est pas du tout comme si nous étions les derniers. Alors pourquoi n'en apporteriez-vous pas assez pour toute la rue? Même le policier nous l'a fait remarquer et a dit que c'était un comportement inhabituel. Même si le policier se méfiait de lui, il ne pouvait rien y faire, car il n'y avait aucun moyen de prouver son intention. Il nous a dit d'être vigilants et de ne pas hésiter à appeler si Poncho Man revenait. Quelques semaines plus tard, je commence à remarquer qu'une voiture de police semble être stationnée en permanence sur la route de chez nous, à environ 3 minutes de route. Je suis devenu curieux, et j'ai interrogé ma mère à ce sujet. Elle a déclaré qu'il y avait eu plusieurs cambriolages dans les maisons du coin de la rue, et que la police menait une sorte d'opération d'infiltration. La rencontre avec Poncho Man et les effractions n'ont peut-être aucun rapport, mais compte tenu de la façon dont Poncho Man a agi, j'ai le sentiment profond qu'ils sont liés. Heureusement, ces derniers mois, nous n'avons rien entendu ni vu de Poncho Man. Nous avons reçu un nouveau système de sonnette avec caméra et la police a quitté la zone où elle effectuait l'opération. J'espère juste que cette situation est terminée. Quand j'étais enfant, mon frère aîné faisait des courses de moto sur piste plate, et par conséquent, mon père et lui étaient absents la plupart des week-ends pendant la saison des courses. Parfois, ma mère, ma sœur cadette et moi nous accompagnions, mais ma mère n'était jamais vraiment intéressée. Alors elle gardait ma sœur et moi à la maison la plupart du temps, et planifiait des choses amusantes à faire pour nous, les filles, pendant le week-end. Cet incident s'est produit lors d'un des week-ends où nous restions à la maison en 1987. J'avais donc 5 ans et ma sœur 8 ans. Ma mère nous a emmenés manger chez McDonald's. Nous sommes allés au centre commercial, puis nous sommes rentrés à la maison pour jouer au Monopoly et regarder le câble. Vers 22 heures, ma sœur et moi avons commencé à avoir sommeil. Alors ma mère a sorti les sacs de couchage pour que nous puissions dormir tous les 3 ensemble dans le salon. Des années plus tard, j'ai dû demander à ma mère quelle heure il était, car étant enfant, je ne faisais pas tellement attention à l'horloge. Alors vers 2 heures du matin, quelqu'un commence à frapper à notre porte d'entrée. Notre porte d'entrée était assez étrange. Il y avait 4 grandes vitres qui n'étaient pas opaques, elles étaient donc recouvertes de petits rideaux. Nous nous réveillons tous avec ces coups, et nous nous précipitons vers la porte et regardons par l'une des fenêtres, et il y a cette fille à la porte. Elle était probablement à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, et je me souviens d'elle portant un coupe-vent blanc et bleu. Elle est paniquée, pleure et supplie ma mère de la laisser entrer, parce qu'elle dit que son petit ami la poursuit et qu'elle a peur qu'il la tue. Ma mère était restée calme comme l'enfer dans une situation effrayante et a dit « Je suis désolé, mon amour. Je ne peux pas te laisser entrer parce que j'ai 2 jeunes enfants avec moi, et je ne peux pas risquer que ton petit ami leur fasse du mal si il entre. Je peux appeler la police pour toi si tu restes ici. » Bien sûr, cela n'a pas plu à la jeune fille, car elle a commencé à pleurer davantage et à montrer son pied cassé et plâtré. « Madame, s'il vous plaît, vous devez me laisser entrer. Il vient me chercher. » Ma mère a poliment refusé et s'est retournée et a couru vers la cuisine et a appelé le 911. Notre téléphone était fixé au mur de la cuisine avec un cordon ridiculement long. Elle a donc pu retourner à la porte pendant qu'elle était au téléphone avec la dépêche et lui a dit que la police était en route. Cela a rendu la fille encore plus folle et elle a dit « Je n'ai pas besoin de la police parce que je serai morte avant qu'il n'arrive. » Ma mère s'est encore excusée et a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle n'allait pas ouvrir la porte. À ce moment-là, la jeune fille s'est retournée et s'est éloignée dans l'obscurité. Et environ 5 à 7 minutes plus tard, la police est arrivée. Ma mère fait une déclaration et, ce faisant, mon père et mon frère rentrent de la course. Mon père n'a même pas éteint le camion. Il a juste couru et avait l'air terrifié, demandant ce qui se passait. Pendant que ma mère racontait à mon père ce qui s'était passé, un autre policier est arrivé et a dit qu'il n'avait vu personne, mais qu'il avait trouvé une chaussure dans la rue devant notre maison. La police part, et nous nous asseyons tous un peu dans le salon pour décompresser, et je me souviens avoir pensé que peut-être ma mère n'était pas très gentille avec la fille, et qu'elle aurait dû la laisser entrer. Avance rapide jusqu'à 2001, et c'est environ 1 semaine après avoir donné naissance à mon premier fils. La famille et les amis sont chez moi, et adorent mon bébé. Après le départ de la plupart des gens, il ne reste plus que mes parents, ma sœur, moi et mon fils assis dans mon salon cette fois. J'ai fait un commentaire sur le fait que je n'aimais vraiment pas le quartier dans lequel nous avions emménagé,
mais j'étais fier d'avoir ma propre maison avec mon mari. Puis ma sœur dit « Hé maman, tu te souviens de cette dame qui est venue à notre porte pour demander à entrer ?» Ma mère dit « Oui, très bien. » À ce stade, je peux dire que ma mère et mon père n'étaient pas à l'aise d'en parler parce qu'ils se jetèrent des regards nerveux. Alors ma sœur, étant la juron qu'elle peut être, dit « Pourquoi ne l'as-tu pas simplement laissée entrer? Je me demande si son petit ami a fini par la tuer. » Mon père intervient et dit que ma mère a fait ce qu'il fallait parce qu'il était tard et que nous étions seuls à la maison. Et il ajoute cette petite fin. En plus, ils ont fini par la trouver dans une voiture avec son petit ami, en train de fumer de la drogue, un quelques pâtés de maison plus loin. Ils avaient de la corde, du ruban adhésif, 2 pelles et une tonne de couteaux dans le coffre. Ma sœur et moi avons dit à l'unisson « Quoi ?» J'ai demandé pourquoi on ne nous en avait jamais parlé. Et mon père a répondu qu'ils avaient décidé de ne pas nous le dire pour que nous ne nous sentions pas en danger dans notre propre maison. Découvrir cela m'a fait me sentir comme un énorme con parce que j'avais toujours pensé que ma mère était quelque peu impolie. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à la fille. Maintenant, je sais que ma mère a très probablement empêché une invasion de domicile grâce à sa décision difficile, mais juste de refuser à cette fille l'entrée chez elle. Apprendre cela m'a donné des frissons dans le dos. Même l'écrire me donne maintenant la chair de poule. Je suis presque sûr d'avoir été presque attiré dans un sinistre piège d'Halloween. J'ai appelé et je me suis présenté à la police, et je suis rentré chez moi sain et sauf. Mais je suppose que je suis toujours sous le choc. J'ai fini de travailler plus tôt aujourd'hui et j'ai donc décidé de sortir courir. Je suis parti vers 4h30 et j'ai décidé que mes itinéraires habituels, qui traversaient de nombreuses routes, ne seraient pas très pratiques. J'ai donc emprunté un itinéraire alternatif le long d'un chemin de halage de canal et de quelques sentiers, à travers les bois que je savais être moins fréquentés. Tout allait bien. Je me suis efforcé de rester stable jusqu'à ce que j'arrive à un sentier en arrière-plan, 6 kilomètres après le début du parcours. Il s'agit d'un long chemin droit avec un canal sur le côté gauche, et sur la droite, il y a un terrain vague, où se trouvaient autrefois quelques usines, mais qui ont pour la plupart été démolies. Elle est restée abandonnée aussi loin que je me souvienne, et est envahie par les arbres et les mauvaises herbes. Mais il reste d'étranges morceaux d'une ancienne usine qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été entièrement démolis. Alors que j'arrivais au niveau d'une partie de l'usine, à laquelle étaient encore attachées de vieilles marches de secours en métal, j'ai remarqué un type à l'air rude assis sur le mur, les jambes pendantes. Il s'est levé d'un bond en me voyant arriver et a crié quelque chose, mais je n'ai pas pu le comprendre. Alors que j'arrivais à hauteur de là où il se trouvait, je l'ai entendu dire « Attendez là, pouvez-vous m'aider à trouver mon téléphone ?» Il a dit cela alors qu'il descendait les marches d'un courant. Alors je me suis arrêté, alors que j'arrivais au niveau du bas des marches, ce qui signifie que nous étions juste à quelques mètres l'un de l'autre mais avec la clôture entre nous. C'était une très vieille clôture en fer avec des barres métalliques verticales avec des pointes au sommet, comme on en voit parfois autour des églises et tout ça. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à retrouver son téléphone, disant qu'il l'avait laissé tomber quelque part à proximité, et m'a demandé si je pouvais appeler son numéro pour que nous puissions l'écouter. Je sentais que je ne pouvais pas vraiment refuser car mon téléphone était attaché à mon bras, alors j'ai dit qu'il pouvait me donner le numéro, j'ai retiré mon téléphone de mon bras et je l'ai déverrouillé. Il a laissé échapper un numéro de téléphone mais il l'a dit beaucoup trop vite et n'a pas commencé par 07, ce qui m'a donné l'impression que quelque chose n'allait pas. Même si je commençais à le soupçonner à ce stade, je n'étais pas vraiment inquiet. Je suis en assez bonne forme. J'avais une grande taille et un avantage sur lui, et en plus il y avait une clôture entre nous. Il ne semblait pas en très bonne forme physique et semblait être sans abri. Je pensais que s'il essayait de m'agresser pour mon téléphone, sa seule chance serait de sortir un couteau. Alors je me suis assuré de rester à bonne distance de la clôture, et j'ai gardé un œil sur l'endroit où se trouvaient ses mains. Alors je lui ai dit que je n'avais saisi aucun des chiffres parce qu'il l'avait dit trop vite, et il a sorti un autre numéro. Cette fois, il y avait un 07 au début. J'ai entré 7 chiffres, puis il a commencé à regarder autour de lui en disant « Je ne l'entends pas. Viens m'aider à chercher. » Alors qu'il regardait le sol, j'étais sur le point de dire que je n'avais même pas fini de composer le numéro lorsqu'un type beaucoup plus grand est apparu derrière une section du mur à ma droite. Il avait également l'air vraiment débraillé, et d'après son regard, il semblait qu'il se droguait.
Il est sorti en disant qu'il pouvait entendre le téléphone sonner vers lui et me faire signe de passer par une brèche dans la clôture et de l'aider à regarder. Le premier gars a dit « Ça sonne ?» et je lui ai répondu que oui, même si je n'avais pas encore composé les derniers chiffres. Maintenant, j'étais sûr qu'ils essayaient de m'attirer de ce côté de la barrière. Après 2 ou 3 fois où ils m'ont tous deux fait signe de venir les aider, insistant toujours sur le fait qu'ils pouvaient entendre la sonnerie, j'ai entendu le deuxième gars dire « Il ne va pas se laisser prendre ». Il l'a dit à voix basse, comme s'il pensait que je ne pouvais pas l'entendre, mais comme c'était au milieu de nulle part, je pouvais clairement comprendre ce qu'il disait. Ensuite, le premier gars a commencé à agir de manière assez agressive et à frapper un arbre, me disant qu'il avait vraiment besoin du téléphone. Pendant qu'il frappait l'arbre en divagant, l'autre gars avait fait quelques pas vers la droite, ce qui signifiait que je ne pouvais pas garder les yeux sur les deux en même temps. Il était plus de 5 heures du soir, et la nuit était tombée tout d'un coup, ce qui rendait la situation encore plus inquiétante. J'ai remarqué qu'il y avait un espace dans la clôture où certaines barres avaient été retirées, juste là où se dirigeait le deuxième gars, et j'ai alors décidé de foutre le camp de là et de m'enfuir. Aucun d'eux n'a rien dit pendant que je m'enfuyais, ce qui m'assure qu'ils avaient des intentions malveillantes. S'ils perdaient réellement leur téléphone et avaient besoin d'aide, je m'attendrais à ce qu'ils crient « Où vas-tu ?» ou quelque chose pour essayer de me faire revenir, mais ils n'ont même pas essayé. Après avoir sprinté pendant une vingtaine de secondes, je me suis retourné pour voir s'ils me poursuivaient. Ils se tenaient tous les deux sur le chemin autour de l'endroit où se trouvait la brèche dans la clôture, mais ne me poursuivaient pas. Ils étaient juste là à me regarder m'enfuir. J'ai continué à m'enfuir, mais j'ai continué à regarder en arrière toutes les quelques secondes jusqu'à ce que je sois hors de vue. C'est à ce moment-là que j'ai quitté le chemin du canal et pris la route. La personne à qui j'ai parlé au téléphone pour signaler que cela avait pris mes coordonnées et les descriptions, mais semblait penser que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter, et a dit que cela ferait l'objet d'une enquête. Tout l'incident m'a laissé un peu perturbé, et je suis presque sûr que je ne vais pas parcourir cet itinéraire seul de sitôt. Mon mari Jim et moi possédons une boutique d'antiquités dans une grande et vieille grange bizarre d'un immeuble de 5 étages, plusieurs autres locataires, dont un restaurant. L'Halloween dernier, nous avons fermé nos portes à 5 heures du soir et sommes allés dîner tôt à l'autre bout de la ville. Puis nous avons reçu un appel de Sonatrol, notre société de surveillance de sécurité, à 6h30. Un mouvement détecté au niveau inférieur. Jim partit précipitamment, mais pensa que c'était un oiseau ou un rat. Nous n'avons pas de rat, mais vous savez, quelque chose, peut-être un chat. Après tout, il est bien trop tôt pour un cambriolage. Je suis entré dans le niveau principal à l'étage et j'ai désarmé l'alarme. J'ai commencé à tâtonner bruyamment avec les clés et le grand portail en fer, l'un des nombreux qui séparent les étages la nuit. Jim a vérifié le périmètre extérieur à la recherche de signes d'effraction. Rien. Portes et fenêtres intactes. Certainement absolument un oiseau, un rat ou un chat. Le crépuscule était révolu depuis longtemps. Les ombres s'étaient installées et avaient pris le dessus. Juste des armoires qui surgissaient dans le noir. Des armoires et rien de plus, n'est-ce pas? Je me suis dirigé vers l'emplacement de l'alarme, espérant que Jim me suivrait. Je suis habitué au bâtiment après la tombée de la nuit. Alors j'ai simplement allumé la lumière de mon téléphone, pas les frais généraux, et je me suis promené avec audace comme si l'endroit m'appartenait. J'ai regardé dans le coin avec le détecteur de mouvement. Rien. Juste son œil rouge qui clignait sans réfléchir. Pas de rat, pas de chat, pas d'oiseau. Je me suis retourné et je suis parti dans l'autre sens pendant que Jim fouillait dans quelques allées et qu'il y avait une sorte de kit de rodage au milieu du sol. Des coupes-boulons et un extincteur qui attendaient là. Je n'ai jamais été confronté aussi rapidement à un cas de terreur aussi grave. Après tout, il n'y avait ni fenêtre ni porte cassée, donc il était toujours là dans le noir avec moi. J'ai sifflé « Jim, 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 s'il te plaît, viens ici !» Et il ne m'a pas entendu. Je ne pouvais littéralement pas crier comme dans ces rêves stupides. Ma voix resta bloquée, juste moi, les outils de cambriolage et une présence hostile tapis dans les ombres poussiéreuses qui me regardaient, pendant que je murmurais que quelqu'un me sauverait. Finalement, 1000 ans ou peut-être 10 secondes plus tard, Jim s'est demandé ce qui se passait et il est venu voir. Il a vu ce que j'étais figé en train de pointer du doigt et il m'a dit « Oh, juron !» Nous nous sommes précipités hors de la porte d'entrée pour appeler le 911 et nous avons abandonné le bâtiment aux cambrioleurs.
5 minutes plus tard, la police est arrivée et n'a d'abord pas été impressionnée par nos preuves, un pied de biche et un extincteur, jusqu'à ce que nous récupérions les images de sécurité qui révélaient l'horreur réelle, le visage de mon nouveau démon paralysé du sommeil. Je partage avec vous donc ce type, comme c'est évident, est construit comme une maison en briques maigres et méchantes. Il s'était accroupi sur un palier derrière une bibliothèque lorsque nous avons fermé et nous a regardés, moi et mon équipe, fermer la porte. B, c'était son heure. Puis, aussi calme que possible, il sortit et se dirigea vers les toilettes pour hommes dans le couloir en bas. Cette zone n'est pas définie pour la détection de mouvements pour diverses raisons. Il a passé un moment à se déplacer avec la porte ouverte. Il a construit le masque en utilisant l'un des nôtres et une fausse couronne de fleurs pour le maintenir, inclus en plastique violet. Il a regardé la caméra face nue, puis a mis le masque, l'a regardé dans son masque pendant un moment, et a finalement mis ses gants. Il a empilé quelques valises vintage solides devant un grand portail en fer et a sauté dessus comme si de rien n'était. Il courut dans le couloir, déclenchant les 6 puissantes alarmes silencieuses, et parcourut le sol. Il retourna en courant dans le couloir et déplaça une échelle pour revenir de l'autre côté de la porte et, bizarrement, répéta tout cela plusieurs fois. Puis il se rendit au sous-sol, franchissant un espace de 15 pouces au-dessus d'un autre portail en fer. Ensuite, il a sorti les outils, a démonté l'un de nos coffres-forts en acier avec le pied de biche et a volé une poignée de nos clés pour accéder aux vitrines. À ce moment-là, il m'a entendu tâtonner avec le portail et les clés à l'étage. Il a abandonné les clés et les outils volés et s'est caché, observant pendant qu'il attendait dans le noir. Nous sommes sortis, avons appelé 911 et il est retourné au sous-sol en courant. Au sous-sol, on accède à un tunnel de terre qui fait le tour du périmètre du bâtiment. Il a enfoncé la porte et est entré. Des araignées de la taille d'une assiette vivaient là. Il n'avait pas de lumière. C'est boueux et humide. C'est en un mot pétrifiant. Il y a une petite trappe de sortie si vous parcourez tout le parcours et prenez les multiples virages qui vous jettent dans la cuisine animée d'un restaurant. Après quoi il faudrait passer devant les cuisiniers en file d'attente dans le restaurant proprement dit avec des caméras, et alors on pourrait sortir par la porte d'entrée enduite de boue, qui laisse des traces. Par expérience, lorsque nous l'avons trouvé, il y avait une entrée claire dans le tunnel, mais aucune piste de sortie, aucune empreinte boueuse, personne ne sortait devant les caméras du restaurant, et les cuisiniers n'ont rien remarqué. Mais la soirée a été chargée. Examiner les images, les chronométrer, tracer leur chemin d'une caméra à l'autre et fouiller soigneusement le bâtiment, a pris des heures. À la fin, nous tous, y compris la police, commencions à perdre notre sang-froid collectif et à paniquer. Il n'y avait pas de froid lorsque même les gars armés étaient secoués. Après tout, où est-il allé? Jim et les 2 autres agents n'avaient d'autre choix que de parcourir le tunnel de terre. Les flics ont jeté un coup d'œil et ont répondu « Absolument pas ». Jim a insisté. Alors ils l'ont fait marcher et ont parcouru environ la moitié du tunnel avant que les flics ne disent « Non, vous partez avec nous, et nous allons revoir d'autres images du restaurant où il n'y a pas d'araignée, et merde ça ». Jim a obtenu leur accord pour barrer les 2 extrémités du tunnel, ce qu'il a fait, et ainsi l'histoire se termine. Les images se sont largement répandues, mais nous n'avons obtenu aucune piste utile malgré la photo du visage décente. A-t-il effectivement rampé par une trappe dans la cuisine occupée, et est-il passé devant les cuisiniers, ne laissant aucune trace de boue? Je suppose que nous n'avons entendu aucune odeur suspecte sortant du tunnel au cours des semaines et des mois suivants. Mais personne n'a franchi l'autre côté depuis. Nous n'avons quitté le tunnel que la semaine dernière pour les manigances des hommes de l'eau divisée. J'ai juré d'utiliser son crâne pour l'exposition d'Halloween de cette année s'il est mort là-bas. Cela s'est produit il y a 3 étés, mais je me souviens des principaux événements. Pour commencer, j'ai eu un nombre choquant de rendez-vous, et je me suis mis dans de nombreuses situations stupides dans le passé. Je suis une femme et j'avais 25 ans à l'époque, si cela compte. Cela a commencé sur l'application Plenty of Fish. Je suis tombé sur un mec mignon qui était mon type physiquement un peu ringard. Sur son profil, il avait des photos très aventureuses de lui en randonnée et en voyage. Il semblait vraiment excitant de faire sa connaissance. Une fois qu'il a vu que j'avais consulté son profil, il m'a envoyé un message. Nous avons flirté un peu et échangé nos numéros même s'il habitait à environ 1 heure de chez nous. Il a dit sur l'application qu'il n'était jamais allé dans ma ville et qu'il n'avait pas prévu de le faire.
Donc, nous ne nous rencontrerions probablement pas. J'ai respecté son honnêteté. Je n'aime pas perdre mon temps. Un jour, peu de temps après l'avoir rencontré en ligne, il m'a envoyé un texto au hasard me disant qu'il était dans ma ville pour un travail et m'a invité dans un bar où il se trouvait. J'ai décidé de me retrouver puisque j'étais déjà dans le coin. Il a dit qu'il viendrait me chercher. J'étais stupide et j'ai accepté même si c'était à un peu plus de 4 pâtés de maison. Il lui a fallu beaucoup plus de temps que nécessaire pour m'atteindre. Et honnêtement, je ne pense pas qu'il ait jamais été au bar. Une fois dans la voiture de mon rendez-vous, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une location et qu'il semblait qu'il venait juste d'obtenir son permis parce qu'il conduisait très mal. Après avoir tourné en rond, il m'a dit de choisir une place mais pas dans le coin, car le stationnement est impossible. J'ai choisi un endroit un peu éloigné avec beaucoup de places de stationnement mais aussi un endroit très fréquenté puisque j'étais avec un inconnu. Une fois sur place, il a commencé à me faire pression pour que je boive. Il a insisté sur le fait que je ne suis pas un grand buveur, mais que j'apprécie les bars de style pub. J'ai cédé et j'ai pris un verre et j'ai de nouveau subi des pressions pour en prendre un autre. Il était très insistant et semblait vraiment irrité que je n'y adhère pas. Habituellement, je mettais fin à un rendez-vous assez rapidement si j'étais maltraité. Mais il est devenu assez charmant pour que je me garde là, au moins jusqu'à ce que nous ayons fini notre rendez-vous. J'ai vu une vieille connaissance au bar et je voulais que mon rendez-vous sache que je le connaissais. Dans ma tête, je pense que je voulais que mon rendez-vous sache que quelqu'un pourrait l'identifier. Je ne suis pas une personne paranoïaque, mais je pense que mon subconscient était en alerte après 1 heure de conversation au bar. Je lui ai dit que j'étais prêt à partir, mais il a insisté pour que nous traversions la route pour prendre un café. Sur le moment, cela me paraissait étrange. Aucun de nous n'avait beaucoup bu et n'avait pas besoin de se dégriser. Le café semble être un choix étrange, sinon, je l'ai diverti. Une fois sur place, nous avons siroté nos boissons, et il m'a dit qu'il avait loué un magnifique Airbnb dans un quartier voisin, plus éloigné de la ville et de la campagne. Il m'a dit qu'il avait tout pour lui et m'a invité à dire à quel point c'était agréable. Je n'arrêtais pas de dire poliment non, et de lancer différentes excuses auxquelles il répondait par des raisons pour lesquelles je venais sans intention d'y aller. Finalement, j'ai accepté, mais seulement s'il me reconduisait chez moi pour récupérer des affaires pour la nuit. Je sentais qu'il n'allait pas me laisser dire non. Il semblait satisfait de cette réponse, alors nous sommes partis. Alors qu'il conduisait en direction de chez moi, il a dit qu'à la place, il s'arrêterait à 7h30 et me chercherait des articles de toilette de format voyage pour que je n'aie besoin de rien. À ce moment-là, la panique s'est installée car mon plan n'était pas de l'accompagner. Quelque chose n'allait pas chez lui et je me sentais stupide même d'être remonté dans sa voiture. Il a tourné sa voiture vers la zone la plus champêtre. Il n'y avait littéralement pas de 711 ni de magasin ouvert. C'était au milieu de nulle part. Puis, en lui disant que je pensais en fait que je préférerais ne pas rester avec lui, j'ai demandé à être ramené à la maison. Puis, il a dit quelque chose qui m'a rendu complètement nerveux à l'idée de rester longtemps avec lui. Il a dit qu'il partageait Airbnb avec les propriétaires qui sont vraiment amusants et gentils, et qu'ils boivent et jouent à des jeux ensemble. Il a d'abord dit qu'il avait tout pour lui. Je savais que je voudrais montrer clairement que je comprenais son mensonge, alors je l'ai accepté en disant « Oh, je devrais porter mon joli pyjama de nuit moelleux, au lieu de ma robe de rendez-vous parce que je serais alors beaucoup plus à l'aise. » Puis j'ai craché quelques autres choses en mentionnant que j'aurais besoin de mes médicaments. Je ne peux absolument pas manquer une dose. Étonnamment, il s'est retourné alors que nous rentrions en ville. À ce stade, mais ce n'est pas sûr. Finalement, nous nous sommes approchés de chez moi. Je n'avais pas l'intention de le laisser suffisamment près pour savoir où j'habite. Il a mentionné qu'il allait venir dans mon appartement une fois que nous y arriverions, et c'était tout simplement un énorme non. Je ne savais pas ce que je ferais, mais je cherchais n'importe quelle opportunité de sortir de cette situation, en sachant qu'il pouvait faire demi-tour et m'emmener dans un endroit privé en 15 minutes s'il le voulait. Nous sommes arrivés à un panneau d'arrêt où les gens traversaient. Vite mais calmement, je suis sorti en disant « Ouf, tu sais, je crois que j'ai mal à la tête. Je t'enverrai un texto. » J'ai fermé la portière de la voiture et j'ai traversé un parc public qui se trouvait à côté d'un bâtiment dans lequel sa voiture ne pourrait pas entrer. J'ai regardé en arrière pour m'assurer qu'il ne sortait pas de sa voiture ou ne me suivait pas. Je pouvais le voir me regarder. Il avait l'air si furieux. J'en ai des frissons en y repensant. En 1 heure, il m'avait bloqué sur Plenty of Fish. Avec le recul,
Je pense qu'il voulait peut-être me donner du café, peut-être pour y mettre quelque chose. Je pense qu'il m'a dit dans Plenty of Fish que nous ne nous rencontrerions jamais, peut-être pour se couvrir les fesses. Je sais qu'il n'avait pas de bonnes intentions avec moi depuis lors. J'ai en fait rencontré mon fiancé sur Plenty of Fish, et j'ai fait très attention à sortir avec moi jusque-là, en m'assurant que les premiers rendez-vous soient très publics et en organisant mon propre transport. Pour information, je suis une femme. J'ai 19 ans cette année et l'histoire s'est produite quand j'avais 15 ans. Je viens également de France, ce qui pourrait expliquer mes erreurs d'anglais s'il y en a. Alors que j'avais 15 ans et que je venais de passer en première année, j'ai créé mon premier compte Twitter que j'ai supprimé à cause de cette histoire. Certaines informations que je n'ai révélées à personne, mon nom d'utilisateur, ni ma famille, ni mes amis, parce que je n'en avais aucune. Ma photo de profil était un avatar, donc il n'y avait pas de photo de moi sur le compte, et comme lieu, j'ai dit Paris car j'habitais en banlieue. Je n'avais pas beaucoup de followers, 20 ou peut-être 30, et je ne suivais pas beaucoup de personnes, donc mon calendrier n'était pas vraiment intéressant. Un soir d'octobre, quelqu'un m'a envoyé un message direct assez étrange. C'était un compte avec 200 abonnés, et le message était « Bonjour, je m'appelle Rob. Je viens d'avoir 17 ans et je voulais savoir si tu vivais à Blanc, parce que je vais bientôt emménager là-bas, et j'irai au lycée, et je cherche de nouveaux amis. » La ville qu'il a mentionnée était évidemment celle où j'habitais. J'ai immédiatement pensé que quelque chose n'allait pas parce que rien sur mon profil n'indiquait où j'habitais réellement. Après un certain temps de réflexion, je me suis souvenu d'un tweet que j'avais fait des semaines auparavant à propos des bus et j'avais mentionné la ville. Alors je me suis dit qu'il avait regardé mon Twitter et trouvé le tweet. Son âge n'était pas choquant car j'ai 2 ans d'avance sur mes camarades de classe. Je m'ennuyais et il était poli. Je lui ai répondu et lui ai dit que c'était là que j'habitais et que j'y fais mes études secondaires. La discussion était naturelle et nous avons beaucoup parlé ce soir-là, principalement du lycée et de la nourriture à la cafétéria, des professeurs, ce genre de choses. Mais comme il se faisait très tard, il a essayé de poser quelques questions personnelles, comme « Vivez-vous loin de l'école, dans une maison ou un appartement? Vivez-vous avec vos 2 parents? Combien d'entre vous habitent là-bas? Vous n'êtes pas souvent seul à la maison, n'est-ce pas ?» Je n'y ai jamais répondu car c'était beaucoup trop louche pour moi. Malheureusement, il n'a pas insisté car s'il l'avait fait, je l'aurais probablement bloqué. Le lendemain, même chose. Nous avons beaucoup parlé et il posait encore des questions personnelles. Il a dit qu'il voulait mieux me connaître, alors j'en ai posé aussi. Et il a toujours répondu avec ce qui semblait être honnête. Cependant, je ne voulais toujours pas répondre aux questions sur ma maison, car il n'avait pas besoin d'en savoir quoi que ce soit. Cela a duré 2 ou 3 semaines, mais cela m'a suffi pour développer des sentiments pour lui. Il était beau, super gentil, et c'était tout ce dont j'avais besoin parce que j'avais été victime d'intimidation pendant des années. Aujourd'hui encore, je développe des sentiments forts, mais surtout une confiance aveugle envers les personnes qui sont amicales avec moi. En France, en octobre, on a 2 semaines de vacances, et la veille de la rentrée, il m'a finalement annoncé qu'il venait dans mon lycée car il a enfin emménagé chez sa maman. Il m'a demandé un endroit où se retrouver pendant la pause du matin. J'étais tellement heureuse et soulagée de pouvoir le rencontrer. Je lui ai dit de me rejoindre dans le hall. Mais quand il a compris qu'il y aurait du monde autour, il m'a dit qu'il préférerait un endroit isolé, car il avait peur de ne pas me reconnaître et ne voulait pas passer la pause à chercher moi. C'était une bonne excuse pour moi, alors je lui ai dit de me retrouver dans les toilettes du 3e étage, car nous n'avions pas le droit d'y rester pendant les pauses, et personne ne nous dérangerait. Dans ma tête, même si c'était un peu flippant, j'étais encore à l'école, donc rien ne pouvait arriver. Le lendemain, jour de la rentrée, je me suis fait jolie. J'ai porté mes plus beaux vêtements et j'ai compté les minutes. Finalement, quand l'heure de la pause est arrivée, j'ai couru aux toilettes et j'ai attendu. Quand il est arrivé, c'était lui. Ce n'était pas un poisson-chat. Il ressemblait beaucoup à sa photo de profil, mais j'ai quand même remarqué qu'il semblait un peu plus âgé que moi. Je pensais qu'il avait peut-être 20 ans au lieu de 17. Nous avons beaucoup parlé, nous nous entendions bien et j'étais content. À la fin de la pause, il m'a demandé de prendre un fast-food avec lui pour le déjeuner. J'ai dit non parce que je n'avais pas d'argent et je refuse toujours que les gens paient pour moi. C'est juste un principe. Il semblait déçu mais m'a proposé de me raccompagner à la maison après les cours.
J'ai expliqué que je devais prendre le bus, mais qu'il pouvait m'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Il eut à nouveau l'air déçu, mais accepta, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était tellement génial que c'est vite devenu une sorte de routine. Nous nous sommes rencontrés dans les toilettes du 3e étage pendant la pause du matin, et il m'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus après les cours. Fait surprenant, je ne l'ai jamais vu dans les couloirs. Nord de la Californie, c'est Ria, mais je pensais à l'époque que le bâtiment était immense et qu'il y avait au moins plus de 15 000 étudiants, donc nos horaires ne coïncidèrent pas. Il n'y avait aucun moyen pour nous de nous rencontrer. Ce petit jeu a duré jusqu'en décembre, soit environ 1 mois et demi. Le 14 décembre, un jeudi, je me plaignais de la solitude que j'allais ce soir-là parce que mon père était à l'étranger pour le travail, mon frère était toujours chez son ami, et ma petite sœur était en voyage scolaire, et mon maman a dû travailler tard ce soir-là. C'était très imprudent de ma part, mais après des semaines, j'ai pensé que je pouvais lui faire confiance. Ce soir-là, il m'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Nous avons tous les deux attendu. Je suis monté dans le bus, je lui ai fait signe et j'ai mis mes écouteurs. J'ai eu 2 arrêts devant chez moi. Il était environ 5h45 en décembre, il faisait donc déjà très noir dehors. Quand je suis descendu du bus, j'ai eu un très mauvais pressentiment. J'avais une sensation très inconfortable au ventre et j'avais l'impression d'être observé. J'ai appuyé sur pause sur ma musique, mais j'ai gardé mes écouteurs pour que les gens pensent que je n'entendais rien, et c'est probablement ce qui m'a sauvé la vie. J'habitais dans un quartier de banlieue très silencieux, surtout la nuit, sans visibilité sur la grande route par laquelle passait le bus. Quand j'ai entendu des pas derrière moi, j'ai compris que j'avais raison. Il y avait quelqu'un qui me suivait, et il n'allait pas bien, intentionné. Au moins, je pouvais entendre qu'il n'accélérait pas aussi doucement que possible. J'ai essayé de chercher mes clés dans ma poche, et quand je les ai finalement sorties, j'ai couru aussi vite que possible. Le meilleur sprint de ma vie. Je ne sais pas comment cela a fonctionné, mais j'ai réussi à ouvrir et fermer la porte avant qu'il ne puisse m'atteindre. J'ai ensuite désactivé mon alarme, qui d'ailleurs m'a confirmé que j'étais seul à la maison, et j'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre de la porte. Ce n'est pas un Judas. C'est une fenêtre entière, donc si quelqu'un voulait voir ce qui se passait à l'intérieur, il le pouvait. C'était Rob, à quelques mètres de moi, qui me regardait avec un visage vraiment effrayant. Il m'a suivi jusqu'à chez moi, probablement avec une voiture. Il n'était clairement pas là pour bavarder. Je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas appelé la police. J'étais paralysé. Nous nous sommes regardés tous les deux pendant 1 minute, et quand j'ai repris le contrôle de mon corps, j'ai couru dans la cuisine chercher un couteau et je suis retourné à la porte. Il était là aussi frappant contre la porte. Je poussais la porte, priant pour qu'elle ne se brise pas pendant qu'il donnait des coups de pied de plus en plus forts. Après peut-être 5 minutes, il s'est arrêté et a fait le tour de la maison, frappant contre chaque volet. Puis il est retourné à la porte. Il avait l'air très en colère. Mais ensuite la voiture de mon voisin s'est garée près de chez moi, et Rob s'est enfui, pensant probablement qu'il était ma mère qui rentrait à la maison. Sur Twitter, Rob m'a envoyé 1000 messages avant que je puisse le bloquer. Il a ensuite supprimé son compte, et j'ai pensé que c'était tout. Mais peu de temps après, beaucoup de nouveaux comptes ont été créés et m'ont suivi. Leurs annonces étaient toutes une série de chiffres, et la première lettre de son nom, et dès que j'en bloquais une autre me suivait. J'ai choisi de supprimer mon compte parce que je n'arrivais pas à l'arrêter. Et c'était trop dur à supporter car il m'envoyait des dizaines de DM insultants. Plus tard, j'ai parlé aux personnes qui étaient censées être les camarades de classe de Rob parce que je ne l'avais pas vu depuis des jours. Mais personne n'avait jamais entendu parler de Rob. Ce type n'a jamais été élève dans mon lycée. C'est pour cela que je ne l'ai jamais vu en dehors de nos réunions quotidiennes. Et c'est probablement pour cela qu'il paraissait vieux. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui après cela, et je me demande encore ce qu'il voulait, et aussi ce qui aurait pu se passer cette nuit-là. 3h30 du matin, un mardi d'octobre au hasard, je dors profondément sur mon canapé. Je suis réveillé par de forts claquements et des cris, pas seulement des gens ivres à 3h30 du matin. Ce cri de panique horrifié. Quelqu'un est juron en train de mourir en criant. Vous le savez si vous l'avez déjà entendu. Mes yeux s'ouvrent, et je vois immédiatement une femme à moitié nue, couverte de sang, frapper à ma porte, une chemise boutonnée déchirée qui tient à peine, des seins qui battent partout. C'est ça. C'est un putain d'octobre en Nouvelle-Angleterre.
Il fait froid comme juron ici. Quoi qu'il en soit, elle frappe à ma porte avec ses 2 poings en criant « Aidez-moi! Aidez-moi! Ils me poursuivent et ils vont m'avoir. Ils vont me tuer. Aidez-moi! » Pour la plupart, je suis stupide, mais pas complètement. Je ne vais pas ouvrir ma porte à un psychopathe hurlant et ensanglanté. J'ai déclenché mon alarme et je l'ai laissé sonner un peu, peut-être pour effrayer celui qui la poursuit. Je fais la seule chose humaine que je puisse faire dans cette situation. Je la laisse entrer. Je la tire chez moi et ferme la porte très rapidement. Je réponds à l'appel de la société d'alarme. Oui, envoyez la police, envoyez une ambulance. Merci d'être réel. Je n'avais jamais utilisé d'alarme auparavant, donc c'était agréable de savoir qu'elle fonctionnait réellement. Maintenant, j'ai cette dame qui saigne partout dans mon salon et qui pleure de façon hystérique, répétant encore et encore. C'étaient des animaux. Ils me poursuivaient comme des animaux. J'entends clairement qu'elle a un accent. Je pense aux Russes ou aux Roumains. Elle parle un anglais approximatif et a très peur. Je l'emmène dans la cuisine et passe en mode CSI. Je me dis, ouais, j'ai compris. Je ne vais pas contaminer les preuves et m'assurer de garder tous les chiffons sanglants que j'ai utilisés pour la nettoyer pour les flics. Pendant tout ce temps, elle continue de dire qu'elle était poursuivie par des animaux et tout ça. Elle est juron debout. Le côté de son visage est écorché et ses bras sont écorchés. Ses jambes sont toutes ensanglantées et couvertes d'égratignures, comme si elle avait fait une belle chute, juste en désordre et en sang partout. Donc décor, 3h30 du matin, cuisine, une foutue femme hystérique, juron non anglophone à moitié nue et sanglante, moi collectant des preuves. C'est bon, calme-toi. La police est en route avec une ambulance. Ils me poursuivaient comme des animaux. Tu es en sécurité maintenant, allons te nettoyer. Ils me poursuivaient et je les ai vus se transformer en loups-garous. Moi maintenant j'ai peur. Calme-toi, tu es en sécurité ici, dis-je. Je la ramène dans le salon et j'ai peur. De nombreuses pensées me traversent la tête maintenant. Est-ce que je vais mourir ce soir? Est-ce qu'elle va m'attaquer? Pourquoi la police n'est-elle pas encore là? J'ai besoin d'une arme et vite. Elle est bandée mais continue de divaguer sur les animaux qui la poursuivaient. Je décide que c'est probablement une bonne idée d'appeler à 9h juste pour être sûr qu'ils connaissent mon adresse. Cela me permet également de placer mon canapé entre elle et moi, ce qui m'offre un peu de sécurité. Pas grand-chose mais j'étais confiant. Je cours autour du canapé. Elle ne comprendra jamais mes compétences. Elle arpente mon salon, divague quand elle se dirige vers la fenêtre et commence à me fixer. Un bon regard de 10 secondes auquel s'ajoute un silence effrayant. Puis elle babille. Il y a des bébés sur la route. Oh mon Dieu, regarde tous les bébés sur la route, criant à plein poumon. Je ne sors pas de derrière le canapé. Cela dure 30 bonnes secondes. Pas 30 secondes imaginaires où vous pensez que cela fait environ 5 secondes, alors qu'en réalité cela ne dure que 10 secondes. C'était 30 secondes de cris et moi, debout derrière mon canapé, je pensais « Jurion, juron, toi. Je ne vais pas tomber dans le piège de ce truc. » Finalement, la police arrive. L'officier frappe à ma porte. Je dois maintenant quitter la sécurité de l'arrière de mon canapé pour déverrouiller la porte. Je me suis précipité vers cette porte, et je suis sorti en courant, et j'ai dit aux flics qu'elle était, juron folle, et qu'elle devait faire attention. Ils l'emmènent à l'ambulance et font tout ce qu'ils doivent lui faire. Je me détends sur mon canapé, sous le choc. Je veux dire, c'est quoi ce juron? Le flic revient et me demande si je la connais. Elle m'a l'air familière, mais je ne la connais pas. Puis il me demande si je faisais du babysitting pour elle. Je me dis, « Hein? Non, je ne fais pas de babysitting pour elle. » Le flic continue en disant, « Oh, parce qu'elle a dit que vous gardiez ses enfants, et quand elle est venue les chercher, vous ne les rendriez pas. » À ce stade, je suis épuisé, et les yeux de grenouille, je jette mes droits par la fenêtre et je dis au flic de fouiller ma maison, qu'il n'y a pas d'enfants ici. Le flic sait que c'est une histoire explétive qu'elle m'a racontée, mais il a quand même dû demander, et je comprends cela. Il ne fouille même pas ma maison. L'ambulance l'emmène, les flics partent, et il est maintenant 4h du matin. Et je suis assis sur mon canapé sachant que je ne me rendormirai jamais, et que la journée de travail va être nulle. La meilleure partie de cette histoire est ce que disait le buvard de la police dans le journal du lendemain. La femme du résident, elle, prétend avoir été poursuivie par des loups-garous jusque chez elle. Génial. Tout simplement génial. Il s'avère que je la connaissais, c'était ma voisine. Je rentre à la maison après ma journée de merde et je trouve le DCF, département de l'enfance et de la famille, qui attend devant ma porte.
Je sais que je dois la laisser entrer chez moi parce que moi, étant le curieux juron que je suis, je veux savoir quel est le problème avec cette femme psychopathe. Contrairement à ce que dit le buvard de la police, je ne laisse généralement pas entrer chez moi des personnes prétendant être des loups-garous. J'étais prêt à faire une exception pour la police la nuit précédente, parce que j'avais très peur, et la peur explétive peut rapidement supprimer pas mal de frontières. Quoi qu'il en soit, la femme du DCF m'informe que la psychopathe était ma voisine. Je savais qu'elle me paraissait familière, mais je n'arrivais tout simplement pas à situer son visage. Peut-être que le sang, les égratignures et le comportement psychotique m'ont déstabilisé. Il semble y avoir un enfant disparu. Du moins, c'est ce que leur a dit la psychopathe à l'hôpital. Je commence à paniquer un peu car la psychopathe m'a déjà accusé de ne pas lui rendre ce que nous pensions être des enfants imaginaires. L'histoire que j'ai reçue du DCF était limitée. Elle n'a pas voulu divulguer beaucoup d'informations, mais en un mot, ce que j'ai réussi à obtenir, c'est ceci. La psychopathe habite à côté de chez moi, la maison à ma droite. Nous partageons une allée, explétive. La maison est un duplex, donc les gens vont et viennent toujours. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention aux personnes vivant là-bas. La femme affirme avoir un enfant, une petite fille, d'âge inconnu. Elle a déclaré qu'un enfant avait disparu, que la femme était sous l'influence de drogues psychotropes et qu'elle était roumaine. C'est ça. Le problème, c'est que je me souviens avoir vu un enfant là-bas. Une petite fille d'environ 4 ans. Je ne l'ai vue qu'une fois, peut-être 2 fois, au cours des 3 années où cette femme a vécu là-bas. Je ne suis pas particulièrement paranoïaque, mais je peux reconnaître le potentiel d'une situation qui tourne mal très rapidement. Je dis à la dame du DCF que je n'ai aucune idée de qui est cette femme, pourquoi elle choisirait de frapper à ma porte, ni où se trouve le prétendu enfant de cette psychopathe, à peu près exactement comme ça, probablement avec moins de bombes F. DCF m'assure qu'il ne pense pas que je suis impliqué et qu'il est courant qu'il fasse un suivi auprès de moi, et la dame s'en va. Je fais comme si je ne voulais rien avoir à faire avec cette situation. Mais honnêtement, ma vie est ennuyeuse. C'est la plus grande excitation que j'ai eue depuis des mois. Le lendemain, 4 voitures de police, une escouade K9, 5 à 6 flics en uniforme, 2 en civil se présentent chez mon voisin. Mon cul-fouineur sort. La porte de mon voisin est ouverte et tous les policiers entrent. Les flics me racontent l'histoire suivante. Je jure sur tout ce qui est sacré, je n'invente rien. Il semble qu'en entrant dans la maison, ils ont trouvé un désordre, juste sale, crasseux et présentant un risque général pour la santé. Le sous-sol était constitué de matelas mur à mur. La salle de bain attenante à la pièce du sous-sol était dégueulasse, selon les mots exacts des flics. C'était un appartement de 2 chambres avec un matelas mur à mur qui n'était pas celui de la chambre principale. Cependant, la chambre principale ressemblait à la chambre d'un roi. Encore une fois, selon les mots utilisés par le flic. C'est à peu près tout ce que j'ai retiré des flics. Je suis resté et je les ai regardés sortir tous les matelas. C'était plutôt dégoûtant. Sales, tachés de pisse et toutes sortes d'autres méchancetés partout sur eux. Ils ont sorti environ 3 commodes, du type Walmart, bon marché, et diverses autres conneries comme une table et des chaises, un canapé, etc. Il s'avère que cette maison est une opération de trafic sexuel d'immigrants roumains. Le propriétaire de la maison amène ses filles roumaines, leur fournit un logement, si on peut appeler ainsi un logement, et les vend à des fins sexuelles. La femme a effectivement eu un enfant, mais celui-ci a été enlevé par le DCF environ 6 mois auparavant. La psychopathe elle-même travaillait autant qu'il sachait, en utilisant ce qu'il pensait être du crack ou de la méthamphétamine. Elle a paniqué et courait chez elle quand elle a dû tomber plusieurs fois et s'est relevée. Encore une fois, ce qu'il pense, elle a atteint le comble de sa paranoïa en arrivant à ma porte. Et puis, le reste appartient à l'histoire. Morale de l'histoire. Si vous ne laissez pas entrer chez vous des femmes folles, sanglantes et à moitié nues à 3h30 du matin, vous ne saurez jamais que vos voisins dirigent une opération de trafic sexuel d'immigrés roumains.